La bascule, c'est que les Portugais rentrent dans ce qu'on appelle l'Atlantique Sud, hein, et donc au-delà de l'équateur, et donc on rentre dans un autre espace économique. Et donc dans l'Atlantique Sud, les Portugais vont entrer en contact avec l'Empire du Congo, qui va jouer un rôle important sur toute la période. 1471. Les Portugais prennent possession d'une île déserte au large des côtes africaines. Inhabitée, vierge et fertile, Sao Tomé est un mouillage parfait, un port sûr à 150 000 marins de la côte. Ce poste de vigie permet de garder en ligne de mire l'État le plus puissant de la région, le Royaume Congo. À 10 jours de mer de Sao Tomé, s'étend le Royaume Congo, un pays 2 fois plus grand que le Portugal. C'est un pays riche et organisé, avec lequel les musulmans n'ont pas été en contact. Vous avez montré tout à l'heure une image des villes, des cités. Effectivement. Je vous invite à lire le livre de Pigafetta, Le Congo et ses alentours. Quand les Portugais arrivent au Congo au XVe siècle, les Africains produisent de la soie. Et pas avec des vers de soie. Congo is an interesting case of African history, very different from. Le Congo est un cas intéressant dans l'histoire africaine, vraiment unique en son genre. À leur arrivée, les Portugais ont découvert qu'il y avait là un roi et qu'il y avait ce qu'ils ont appelé un royaume. De plus, c'était une région où il n'y avait pas la moindre influence islamique. Les Portugais sont entrés en contact avec le roi pratiquement sur un pied d'égalité. Et comme ils n'étaient pas musulmans, il n'y avait aucune tension religieuse. Ensuite, pour des raisons qui nous échappent un peu, le roi du Congo a décidé de se convertir au christianisme. Ce qu'il a fait. Il est devenu Afonso Ier et il a ouvert son pays aux missionnaires portugais. Les Portugais sont les seuls à proposer à Alfonso Ier, roi du Congo, des produits venus de Méditerranée. Pour la première fois, les voilà en situation de monopole sur un territoire africain. Les Portugais arrivent dans une société hiérarchisée où les nobles, pour faire vite, mangent mieux et plus que les autres, s'habillent avec une élégance qui n'est pas celle des autres, consomment, disons, des produits de luxe. Et donc l'arrivée des Portugais, avec toutes ces choses nouvelles, comment dire, rend complètement folle l'aristocratie du Congo. Elle s'entiche de tout ça. Et donc on a le sentiment que les mœurs sont en train de se transformer. Elles se transforment effectivement. Les dessins des premiers missionnaires arrivés au Congo rendent compte de ce nouveau système de troc. La production des esclaves, c'est le mot que l'on doit prendre parce que à l'intérieur de ces États de l'Afrique centrale, en particulier du Royaume Congo, et des petits États qui se sont séparés du Royaume Congo, il n'y a pas à proprement parler, de commerce d'esclaves. Donc, il faut créer cette circulation et ces conditions. Et ce sont les gens de l'extérieur qui fomentent, qui nourrissent les antagonismes qui peuvent permettre que des gens, disons, de statut libre, de citoyens, se trouvent basculés dans les réseaux de l'esclavage. On entend un mot qui revient dans votre propos, razzia. Pourquoi vous insistez sur ce mot-là? J'insiste sur les razzias parce que lorsqu'on parle de traite, on a l'impression qu'il y a eu une sorte de concert de travail entre l'Afrique et l'Europe. Il n'en a jamais rien été. Parce que les razzias relèvent de ce qu'on appelle, les Portugais appelaient le filamento. C'est une technique purement occidentale où on attrape les gens pendant leur sommeil, où on les pourchasse. Et c'est de cette façon que l'Europe a toujours mené l'affaire des razzias négriers transatlantiques. Donc il n'y a jamais eu de traite parce que j'ai peur qu'il y ait des confusions. On attrapait les gens,
on n'a jamais négocié qui que ce soit. Quand les Occidentaux sont venus, c'était pour arracher les Africains à leur terre et par la violence du filamento. Les marchands vont chercher ces esclaves dans les régions frontalières au royaume. Partout, les razzias se multiplient. Luanda devient l'un des carrefours de la traite transatlantique. Au Congo, le rapport d'égalité entre Africains et Portugais bascule. Pour qu'en réalité, l'acheminement des captifs soit une affaire africo-africaine et qu'il n'y ait que 2% de participation européenne, encore faut-il nous donner l'adresse de l'usine qui fabriquait les fusils en Afrique à cette époque-là, c'est-à-dire au moins les coordonnées GPS de l'usine qui, en Afrique noire, fabriquait ces fusils et ces munitions. Parce que si, effectivement, c'est possible de nous donner une telle information, là, je signe, banco, la livraison des captifs était une affaire africo-africaine, il n'y a aucun problème. Mais si on n'est pas capable de nous donner l'adresse donc de cette usine en Afrique et que nous savons pertinemment que ces armes à feu provenaient des usines européennes, alors là il faut quand même admettre que le problème devient essentiellement européen. Pourquoi? Parce qu'il faut compléter l'étude par ce type d'image, c'est-à-dire les moments où nous voyons les Européens tout simplement en train d'introduire les armes à feu en Afrique. Parce que sans l'usage des armes à feu, il était impossible pour 2 personnes de ramener autant de monde au niveau des côtes. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Bon, il ne faut pas oublier non plus la bulle papale du 8 janvier 1454 qui stipulait « Nous avions jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre et de réduire et de soumettre donc tous les Sarrasins, tous les Noirs, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle. » Donc cette bulle papale correspond véritablement à la note d'intention des Européens. C'est-à-dire que là, on voit véritablement qu'il n'était pas question de venir acheter des captifs le long des côtes, mais qu'il était véritablement question de venir les kidnapper, de venir les rasier. Vous arrivez en Afrique avec quelqu'un qui a des flèches et des fusils, enfin qui a des flèches et des couteaux et des lances, vous avez les fusils et vous allez discuter d'égal à égal. Non, je vous dirai une chose. Pourquoi ça arrive? Il faudrait ouvrir la tête de l'occidental, enlever son cerveau et mettre un autre cerveau. Mais tout autant qu'il aura un cerveau d'occidental, c'est comme ça qu'il est. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que partout où vous le voyez, sur les territoires, donc vous allez discuter avec les Inuits, ce sera le même problème. Vous descendez voir les aborigènes en Australie, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'il a le rapport de force en sa faveur. Le gars va pas discuter combien tu vends ton truc. Parce que, je vais vous expliquer une chose. Moi, je suis le roi bois, foi, moi. D'accord? Je décide d'aller chercher des captifs à l'intérieur des terres, je prends mes fusils, je tire bam bam toute la journée, je reviens, j'ai attrapé, disons, 30 captifs. D'accord? Et je suis là, j'attends tranquillement que le bateau négrier arrive pour livrer mes 30 captifs. D'accord. Le lendemain matin, je veux repartir. Je fais clac-clac, j'ai pas de munitions. Donc, les razzias négrières ont commencé lundi à 8 h du matin, se sont terminées lundi à 17 h. Puisque j'ai plus de munitions. Le problème, c'est pas d'avoir le fusil. Encore faut-il avoir les munitions, puisqu'il n'y a pas de fabrication de munitions en Afrique. Donc, du coup, si moi, le roi bois, je peux repartir vendredi, aller attraper des gens, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui m'a donné les munitions. Vous voyez? Parce que, je vais vous dire le problème de l'histoire de l'Afrique et de l'Europe. Le problème de l'histoire de l'Afrique et de l'Europe et de l'histoire de l'humanité, depuis l'intrusion des Occidentaux dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'ils donnent les moyens à ceux qui sont animés de mauvaises intentions. Et c'est pour ça que le monde va mal. C'est-à-dire non reçus à travers l'histoire que ceux qui étaient animés de mauvaises intentions pour les Amériques, de mauvaises intentions pour l'Afrique, de mauvaises intentions pour le Pacifique et de mauvaises intentions pour l'Australie. Comme un peu le fait d'armer des Parce que, tout simplement, le rapport de force était en leur faveur. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Donc à partir du moment où ils peuvent imposer ce rapport de force, mais tous les spécialistes en géographie, en géopolitique, militaire et compagnie, vous le disent, que le premier pan de l'histoire vraiment, où vous avez ce rapport de force à grande échelle, c'est l'histoire des razzias négrières.